Bonjour à tous et bienvenue dans Dimanche en politique. Aujourd'hui, on va parler d'une dépense que nous devons tous faire tous les jours, celle de notre alimentation. Un budget de plus en plus élevé alors que notre pouvoir d'achat baisse. Alors comment faire? Montpellier a été la première grande ville à expérimenter une caisse alimentaire solidaire. Les adhérents ont une sorte de carte vitale pour faire leurs courses gratuitement. Et si justement une sécurité sociale de l'alimentation existait? C'est le vœu de certains partis. Mais est-ce vraiment réaliste? À l'occasion des Journées nationales de l'agriculture ce week-end, on ouvre le débat avec nos invités. Bonjour Pauline Scherrer. Bonjour. Vous êtes sociologue, spécialiste des solidarités alimentaires et vous suivez l'expérimentation de Montpellier. Vous allez tout nous expliquer. À côté de vous, on salue Sylvain Carrière. Bonjour. Bonjour. Député LFI de l'Hérault, c'est l'un des partis de gauche qui défend la SSA. Et puis également avec nous, Laurent Capelletti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et délégué local d'Horizon. Nous verrons ce que l'on pense de cette idée dans le parti d'Édouard Philippe. Et pour commencer, retour en 2023. Montpellier lance l'une des toutes premières caisses alimentaires communes en France. Et ça ressemble à ça. Pour faire ses courses, cette mère de famille se rend dans cette petite épicerie solidaire. Alors, aujourd'hui, je vais prendre, s'il te plaît, 5 ou 6 oranges. 6 oranges, allez. Mais aujourd'hui, pas question de sortir la carte bancaire. Pour la première fois, elle bénéficie d'un système très avantageux qui lui permet de doubler son pouvoir d'achat. Une caisse alimentaire commune. Le principe est simple, les bénéficiaires cotisent entre 1 et 150 € en fonction de leurs moyens et reçoivent l'équivalent de 100 €. J'ai 2 enfants à nourrir et je suis dans une situation financière plus que serrée depuis 1 an et demi maintenant. Et du coup, oui, c'est un sacré coup de pouce. On sait que les personnes précaires n'ont accès en général qu'à des produits en grande distribution ou éventuellement à l'aide alimentaire. Et pour qu'ils puissent avoir accès à une alimentation de qualité, il faut les subventionner. À l'origine de ce projet, un collectif citoyen d'une 50aine de personnes. Parmi elles, cette conseillère en formation. Elle a décidé de verser plus qu'elle ne reçoit. Une bonne alimentation saine et équilibrée, ça concerne tout le monde, quel que soit son niveau social et son milieu social. Et donc vous avez envie d'aider? Voilà, absolument. Et donc j'ai un peu plus de moyens, donc une envie d'aider et de mettre un peu plus. Aujourd'hui, pour atteindre l'équilibre, le système bénéficie de subventions des collectivités territoriales. Mais à terme, le collectif citoyen espère un financement similaire à celui de la sécurité sociale. Pauline Scherrer, je le disais, vous l'observez de près, cette caisse alimentaire. Vous êtes d'ailleurs la cofondatrice du projet. 3 ans après, où en est-on? Est-ce qu'elle fonctionne toujours? Alors oui, la caisse fonctionne toujours à Montpellier. Aujourd'hui, il y a près de 600 foyers, foyers qui participent, donc peut-être autour de 1500 personnes. Et on distribue à peu près l'équivalent de 60 000 € en monnaie alimentaire tous les mois, qui circulent donc dans un circuit conventionné, c'est-à-dire une 60aine de points de vente maintenant, qui ont accepté de rentrer dans l'expérimentation. Ça peut être soit des producteurs, productrices en vente directe sur des marchés, ou des magasins qui donc ont été choisis sur des critères de qualité par ce fameux comité citoyen qu'on voit dans le film. Et donc ce sont aujourd'hui une 60aine d'habitants, habitantes, de plein d'horizons différents, qui se réunissent tous les mois pour faire fonctionner la caisse et pour continuer d'expérimenter cette grande idée, on va dire politique, qu'est la sécurité sociale de l'alimentation. Alors bien sûr, on est sur une expérimentation locale, à petite échelle. On a essayé de se saisir. Mais il y a déjà du monde. Il y a déjà du monde, mais voilà, ça n'a rien à voir avec ce que ça pourrait être de manière nationale. Et quel est le retour des bénéficiaires? Alors là, on est vraiment sur donc, ce qu'on appelle, nous, les participants, participantes, expérimentateurs. Donc c'est vraiment, je le redis, des personnes qui peuvent avoir des conditions de vie très différentes. Tout le monde peut participer à la caisse alimentaire. Et ce qu'on observe depuis 2023, c'est une nette réduction des situations de précarité alimentaire sur le plan quantitatif, mais aussi sur le plan qualitatif, ce qui est une des intentions recherchées, c'est-à-dire accéder à une alimentation choisie et plutôt favorable à la santé et à l'environnement. Donc avec derrière des pratiques aussi de production agricole, de transformation qui respectent un certain cahier des charges, on va dire, élaboré par le collectif. Et donc, réduction de cette précarité alimentaire qu'on va aussi observer dans ses dimensions sociales, puisque avoir accès à une meilleure alimentation, avoir accès à une alimentation tout court, c'est aussi se réinsérer dans certains liens, dans certaines relations, puisqu'on sait que la précarité est très marquée par l'isolement également.
Et on est d'accord que tout le monde participe à la caisse à hauteur de ses revenus, de ses possibilités, c'est ça? Et tout le monde touche quelque chose. Oui. Une somme, donc l'équivalent de 100 € par personne, et ça peut aller jusqu'à 220 € pour 4 personnes. En fonction de la composition familiale. Et en fait, donc, actuellement, c'est une contribution volontaire que les personnes décident de mettre dans la caisse tous les mois. Mais l'idée, c'est que ça préfigure ce que pourrait être une cotisation sociale si on en venait à travailler sur un modèle beaucoup plus vaste. Alors, on va déjà faire réagir nos invités sur cette expérimentation locale. Laurent Capelletti, vous avez évidemment entendu parler de cette caisse solidaire. Quel est votre regard? Alors, d'une façon générale, sur les expérimentations locales, sur l'accès à une alimentation de qualité, je suis et nous sommes extrêmement favorables. Tout ce qui est, justement, le local permet, à la différence d'un système centralisé, d'être parfaitement adapté aux contraintes, aux contextes locaux. Et là, en l'occurrence, il faut souligner, vous l'avez fait donc sur la base du volontariat, avec une particularité très forte par rapport à un système universel centralisé qui est une gouvernance citoyenne. Donc il y a deux particularités. Moi, je trouve ça parfaitement adapté en fait au contexte. Donc sur ce type d'expérimentation locale, décentralisée, je trouve ça tout à fait très bien et à encourager. Sylvain Carrière, j'imagine que vous êtes sur la même position? Oui, très favorable, bien sûr, aux expérimentations et même à leur pérennisation et aller plus loin, et on va certainement y revenir. Mais au-delà d'effectivement ce qui se passe à Montpellier, qui est souvent, moi j'ai eu l'occasion d'aller voir d'autres expérimentations en France, Montpellier reste une référence, en tout cas par rapport déjà à son nombre d'adhérents, d'expérimentateurs, avec plus de 600, ça fait la plus conséquente de France, et la plus avancée aussi niveau des dates. Et c'est vrai que souvent on parle de Montpellier comme cette référence-là, et aujourd'hui elle permet de répondre vraiment à ce besoin de savoir qu'est-ce qu'on a dans l'assiette et de permettre de garantir une alimentation saine et de qualité à toutes et tous. Et puis là, c'est fait par des décisions démocratiques et des décisions citoyennes. Donc on a une vraie démocratie citoyenne alimentaire, et donc c'est vraiment à mettre en avant et à multiplier sur l'ensemble du territoire. Et là, vous voulez vous agrandir, vous voulez davantage de personnes, vous lancez un appel à participation. Pourquoi vous avez besoin de le faire à plus grande échelle? En fait, c'est intéressant d'essayer de progresser aussi dans l'élargissement des personnes qui peuvent se sentir concernées par ce type d'initiative. Comme je vous disais, actuellement, on essaye vraiment de s'adresser au plus grand nombre, pas uniquement à des personnes qui militent pour l'alimentation durable, par exemple, ou les circuits courts, mais vraiment pour considérer que l'alimentation est un droit. Alors, c'est un droit humain reconnu au niveau international, c'est pas un droit qui est inscrit dans notre Constitution, et pourtant, c'est quelque chose qui est éminemment politique, on pourrait dire, et important dans le quotidien de chacun, chacune. Donc, cette volonté d'élargir, c'est l'envie de tester, de continuer d'expérimenter ce système avec des personnes qui sont peut-être plus éloignées de ces sujets-là, qui sont peut-être moins concernées. Élargir le cercle, alors. Voilà. Et donc, ce sont des tests grandeur nature, en vue de créer ensuite peut-être une sécurité sociale de l'alimentation pour tout le monde. Un projet de loi qu'a d'ailleurs défendu il y a quelques mois à l'Assemblée Charles Fournier, un député du groupe écologiste et social. Et voici ce qu'il a rappelé. La situation, vous la connaissez sans doute. Nous sommes face à des difficultés d'accès à l'alimentation, de précarité alimentaire, une absence de choix de ce qu'il y a dans notre assiette. Les chiffres parlent de manière forte. 38% de nos concitoyens disent avoir eu recours à l'aide alimentaire. Il suffit de regarder les queues d'étudiants pour aller à l'aide alimentaire. Il suffit de regarder la situation dans notre pays et mesurer que 1,8 million à 2,4 millions de personnes passent par exemple par les banques alimentaires et qu'on parle de 5 millions de Françaises et de Français qui ne mangent pas à leur faim. 5 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim, et pour tout le monde, le prix des courses qui flambe. Alors, est-ce qu'il faut mettre en place ce fameux droit à l'alimentation pour tous? On va voir tout de suite le pour et le contre. Première question, est-ce que c'est la solution la plus pratique, la plus pertinente pour répondre aujourd'hui aux difficultés? Sylvain Carrière, j'imagine que vous allez répondre oui. Oui, bien sûr, puisqu'on le sait, aujourd'hui, 55% des Françaises et des Français disent qu'ils ont déjà renoncé à l'accès à l'alimentation.
par manque de moyens. Donc aujourd'hui, c'est de dire il y a une réponse qui est donnée avec les banques alimentaires, parce que souvent on nous répond ça, et d'ailleurs lors de l'examen à l'Assemblée nationale, les partis allant du centre à l'extrême droite nous disaient mais ça existe déjà, il y a les banques alimentaires. Sauf que la sécurité sociale de l'alimentation n'a rien à voir avec les banques alimentaires qui font un boulot qui est remarquable, mais la sécurité sociale de l'alimentation, c'est vraiment pour aller plus loin justement et garantir un droit à une alimentation saine et de qualité à toutes et tous. On cotise, vous l'avez dit, on cotise en fonction de ses moyens et on reçoit en fonction de ses besoins. Et en plus de ça, ça nous permet de répondre à une urgence aussi au niveau de la production. Aujourd'hui, 18% des agricultrices et des agriculteurs vivent en dessous du seuil de pauvreté. Avec la SSA, on peut vraiment décider de bifurquer notre modèle agricole. Ça, on va en parler tout à l'heure. Notre système aussi de consommation, et on va y revenir plus en détail tout à l'heure. Alors, c'est oui pour vous. Est-ce que c'est oui ou non pour vous? Est-ce que c'est la bonne méthode? Alors, l'universalisation avec un système centralisé, absolument pas. Je pense qu'il ne faut pas être sur ces sujets extrêmement sérieux. Il faut être pragmatique et pas idéologique. Donc, une succession d'expérimentations locales sur la base du volontariat, parfaitement adaptées en fait aux contextes locaux, ça c'est l'avenir en fait en tout. En effet, si on prend l'exemple de la sécurité sociale pour la santé, on voit bien qu'elle ne résorbe pas l'accès aux soins. On se rend bien compte qu'au niveau de la carte d'accès aux soins français, il y a des déserts médicaux. La Sécu existe depuis très très longtemps. Donc en fait, c'est une mauvaise réponse par rapport à un vrai problème. Peut-être parce qu'il y a des ajustements à faire, mais là, pour la SSA, est-ce que ça pourrait être une bonne réponse aux difficultés des gens aujourd'hui? Alors ensuite, donc quel est le problème en fait? Est-ce que c'est la qualité, l'offre alimentaire, ou est-ce que c'est un problème de pouvoir d'achat? Si c'est un problème de pouvoir d'achat, il faut regarder là aussi, nous ne sommes pas une île, on n'a pas tout inventé. Quand on regarde des pays européens comparables à nous qui ont les plus forts pouvoirs d'achat et donc d'accès à une alimentation de qualité qui évite la précarité alimentaire mieux que nous, Suède, Danemark, je ne parle pas de Luxembourg, c'est des pays très très particuliers, mais Pays-Bas, Autriche, même Allemagne, on se rend compte en fait que l'évitement des carences alimentaires vient effectivement d'un pouvoir d'achat qui est nettement plus élevé dans ces pays-là et qui n'est pas du tout lié à une sécurité sociale alimentaire. Alors ça veut dire quoi? Il faut augmenter quoi? Les revenus? Il faut augmenter l'accès au travail. Voilà. C'est-à-dire qu'en France, le pouvoir d'achat durable vient principalement du fait que chômage plus important que dans les autres pays. Donc c'est l'accès à un travail par la formation qui permet de pérenniser en fait le pouvoir d'achat. Et donc si on est d'accord pour dire que la cause du problème est celui-ci, la vraie solution, c'est ça. L'accès au travail. Alors, on va pouvoir en débattre après, mais je vous propose tout de suite d'écouter Victoria, qui bénéficie de la Caisse alimentaire solidaire de Cadenet dans le Vaucluse. Victoria travaille, et pourtant, elle galère pour manger. Moi, je suis smicarde, j'ai des situations de travail assez précaires. 6 mois sur l'année, je peux être au chômage. Et après 6 mois, je peux avoir du travail. C'est très aléatoire. Donc, il y a eu des mois où moi, je frôlais un peu la limite de faim, quoi. Donc là, je sais que les 150 €, ça tombe à chaque début de mois, pas de souci. Et c'est un peu une assurance, en tout cas. Voilà, c'est une assurance. On voit bien qu'elle travaille, Victoria, mais que ça ne résout pas tout le problème. On voit bien qu'elle n'a pas un travail établi, régulier. Oui, mais aujourd'hui, ça concerne beaucoup de monde, Laurent Capelletti. Sylvain Carrière, est-ce que augmenter les revenus, c'est la bonne réponse ou il faut absolument la SSA ? Je crois que ça sera une surprise pour personne si on dit qu'on est pour nous augmenter les salaires à la France insoumise. Mais là, je crois que la question, elle est plus profonde que ça. Et nous, en tout cas, on voit la sécurité sociale de l'alimentation, encore une fois, comme une vision beaucoup plus globale. C'est déjà de savoir de la fourche à la fourchette, comme on dit, comment on produit. Tout à l'heure, on évoquait justement un cahier des charges un petit peu au niveau des pesticides, au niveau des circuits courts, au niveau de comment on consomme. Est-ce que c'est avec des consignes, et des consignes en verre notamment, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un modèle beaucoup plus large, mais qui est aussi pour garantir une alimentation, encore une fois, saine et de qualité. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit « Ah oui, mais mettre en place la sécurité sociale de l'alimentation coûterait cher ». Aujourd'hui, la malbouffe coûte 19 milliards par an
à la société. Donc, de pouvoir permettre à chacune et à chacun de pouvoir manger en sachant ce qu'ils ont dans l'assiette et surtout avec ce gain pour la santé publique, on a un gain pour les revenus des agricultrices et des agriculteurs, un gain pour les consommateurs et un gain de santé publique. Alors on va venir justement sur le coup, je vais vous donner la parole dans 2 minutes, mais juste, Pauline Scherrer, elle coûte combien à Montpellier? Comment elle est financée cette... Parce qu'on a compris qu'il y avait les cotisations, mais les cotisations ne suffisent pas, il y a des subventions. Oui. Pour l'instant, c'est biberonné quelque part. Alors, pardon pour l'expression. Si adapté. En tout cas, on est dans une expérimentation qui est financée effectivement par certaines collectivités territoriales et aussi par l'État dans le cadre d'un programme spécifique de la Banque des Territoires. Et actuellement, la caisse alimentaire est financée pour moitié par les cotisants directement. Et l'autre moitié, ce sont justement des subventions qui viennent soutenir en fait une démarche à la fois citoyenne, sociale, mais aussi scientifique, puisqu'on a beaucoup de résultats, on produit beaucoup de résultats autour de cette expérience, pour justement venir questionner en fait tous ces enjeux très complexes, très systémiques autour de la proposition qui est celle de la SSA. Je pense que ce qui est important de rappeler, c'est que ça reste un projet à construire, d'où l'intérêt d'expérimenter et d'échanger sur la manière dont ça pourrait s'instituer comme un système qui permettrait quelque part de lutter aussi contre les inégalités territoriales, parce que si on a la chance d'avoir une caisse ou pas de caisse, c'est pas du tout la même chose. Et je voudrais vraiment insister sur l'originalité de cette proposition qui a été pensée par un collectif national, c'est de faire de l'alimentation un sujet démocratique. Et justement de rassembler des mangeurs, des mangeuses, des producteurs, des productrices, des acteurs du système alimentaire dans un nouveau contrat social autour de l'alimentation. Et ça, c'est vraiment important dans la proposition. Alors, je voudrais juste qu'on reste encore un petit peu sur le coût, parce que pour une aide, par exemple, de 150 € par personne et par mois, il faudrait 120 milliards par an de cotisations pour financer la SSA. Alors, on peut se demander où on va les trouver, qui va payer l'addition. Est-ce que ça vous paraît possible de faire accepter de nouvelles cotisation, contribution ou pas du tout, Laurent Capelletti, en tant qu'économiste? Alors le premier point, c'est que en effet, les coûts cachés des défauts d'alimentation et la précarité alimentaire sont gigantesques en France. Et il y a une étude très intéressante de la FAO, parce que les coûts cachés, c'est ma spécialité, qui les a chiffrés au niveau mondial à 12 000 milliards d'euros. Ça entraîne effectivement une mauvaise santé, ça entraîne une sous-productivité quand on travaille, parce qu'on est plus fragile, etc. etc. Donc là, on pourrait peut-être faire des économies si les gens mangent mieux. Voilà. Donc sur le fait que, effectivement, la précarité alimentaire est un sujet très sérieux dont il faut s'occuper, réponse oui. Maintenant, c'est sur la solution. Quand on regarde, en fait, je crois qu'à un moment donné, il faut être pragmatique si on veut réussir. Quand on regarde les pays qui réussissent mieux que nous, et il y en a comparables au niveau européen, ils ne sont pas passés par des systèmes collectifs centralisés, avec les mêmes règles pour tout le monde, et aussi parce qu'ils sont beaucoup plus difficiles à financer, parce que ça veut dire que là, on n'est plus sur la base du volontariat, on est sur la base en fait de l'imposition d'un côté d'une taxe supplémentaire qui d'ailleurs run sur les salaires, alors qu'on vient de dire qu'en fait la solution c'était au contraire le travail et des rémunérations plus élevées, et deuxièmement, en effet, pour améliorer l'offre de production qualitative, sachant qu'en France, on est très bien placé sur le sujet, en réalité. La FAO encore montre que la France, l'Italie et l'Espagne en Europe sont les pays qui ont la meilleure offre qualitative, on va dire, alimentaire. Donc il faut quand même le rappeler. Mais donc, juste sur le coup, l'idée d'une contribution supplémentaire pareil, pour tout le monde. C'est un vrai problème, c'est très sérieux. La bonne solution, pourquoi, si des expérimentations multiples marchent au niveau local, pourquoi toujours avoir cette idée de vouloir centraliser, universaliser, etc. Multiplions les démarches locales sur la base du volontariat. Le camp des pour, comment on peut faire passer une contribution supplémentaire? Nous, c'est un des sujets justement là, dans le programme pour 2027 qu'on est en train de voir comment effectivement on traduit cette cotisation, parce que c'est pas, une cotisation sociale n'est pas un coût pour nous, n'est pas une charge, contrairement à ce qu'on entend souvent. Mais ça l'est quand même dans le budget des ménages. Oui, mais c'est de dire si derrière ça se traduit par l'accès à une alimentation pour toutes et tous, ce qu'il faut arriver à avoir, c'est vraiment cette orchestration entre les deux, et de savoir si tout le monde cotise en fonction de ses moyens et reçoit en fonction de ses besoins. C'est ce qu'il y a aujourd'hui avec le système de santé. Je crois que personne ne veut revenir sur la sécurité sociale la sécurité sociale en règle générale, bien qu'on pourrait se poser la question avec certaines et certains. Mais aujourd'hui,
on a la chance, avec la sécurité sociale de l'alimentation, d'avoir une possibilité d'un droit nouveau justement qu'on peut proposer à l'ensemble de la population. Et donc c'est vraiment un conquis, je pourrais dire, il y a un droit nouveau pour chaque Française et chaque Français en tout cas, pour avoir cet accès à l'alimentation, parce qu'aujourd'hui, on le voit, c'est vraiment une question centrale pour l'ensemble des foyers, et ça ne peut pas être juste les banques alimentaires ou juste ceux qui ont les moyens qui peuvent se nourrir convenablement. Juste quelques secondes, Pauline Scherrer, pour clôturer cette histoire de la contribution. Est-ce qu'au niveau des participants à Montpellier, parce qu'il y en a qui tiquent un peu en disant bah oui, mais moi je vais donner beaucoup et je ne vais pas recevoir autant, ou pas du tout? Ah non, pour l'instant on n'a pas ça, parce qu'on a des personnes volontaires qui viennent pour contribuer à un projet de société, pour expérimenter quelque chose de nouveau. Je pense qu'il faut vraiment considérer à la fois la proposition de la SSA comme effectivement quelque chose qui s'inscrit dans une histoire de la protection sociale, mais aussi comme quelque chose à imaginer, une nouvelle protection sociale, entre guillemets, du 21e siècle, dont on n'a peut-être pas encore trouvé tous les tenants et aboutissants en termes de modalités, mais qui est vraiment une proposition qui considère l'alimentation autrement que comme une simple marchandise comme les autres, et qui vise à protéger cet accès à l'alimentation tout en préservant des modèles agricoles, de production, de transformation, de distribution de l'alimentation, qui ont besoin en fait de se rapprocher, je pense, de la vie et de la qualité de vie, que ce soit des personnes ou des travailleurs, travailleuses également. Donc je pense qu'on est vraiment sur quelque chose qu'il faut inventer, qu'il faut imaginer. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Justement, je voudrais qu'on termine sur les 5 dernières minutes de l'émission sur l'agriculture. Est-ce que ça pourrait être un investissement collectif dans notre agriculture? On va entendre tout de suite l'avis de 2 agriculteurs sur la question. Aujourd'hui, on a bien vu que le modèle agricole industriel, il mène au suicide les exploitants agricoles, il les tient à la gorge, il maîtrise à peu près tous les aspects de la production. Du coup, c'est polluant, c'est l'usage de pesticides, c'est l'usage d'engrais phosphatés. Demain, si la sécurité sociale de l'alimentation était étendue à tous les citoyens français, en fait, ce que ça pourrait impliquer, c'est gigantesque. Parce que du coup, ça permettrait l'installation de paysans, la reprise du pouvoir des producteurs sur leur circuit de commercialisation, la reprise du pouvoir des consommateurs sur ce qu'ils veulent consommer. Enfin, ce serait une révolution incroyable. Installer des centaines de milliers de paysans, comme Sylvain, éleveur de porcs bio en plein air. Son mode d'élevage peu commun dans la filière lui permet d'être conventionné par la caisse alimentaire de Cadenet. Si on généralise ça au niveau national, moi j'ai peur que la grande distribution prenne, et j'aurais raison, prenne la main dessus et comme avec le bio, gratte des parts de marché, industrialise le tout et après on perd un peu le sens de la chose. Voilà, là on l'a entendu aussi, il y a du pour et du contre sur cette sécurité sociale de l'alimentation. Alors conventionner les agriculteurs, passer des partenariats avec eux, est-ce que ça permettrait vraiment de mieux les rémunérer, Laurent Capelletti, d'après vous? Sur la base d'une méthodologie décentralisée, du volontariat, etc., une fois de plus, c'est très très bien. À partir du moment où on ne l'impose pas. Parce qu'à partir du moment où vous passez sur un système en fait, qui impose et qui va finalement collectiviser l'ensemble, d'une certaine façon, il y a une question qui va se poser, c'est quel est le libre choix que j'ai moi d'accéder à tel ou tel commerçant et producteur. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller chez le commerçant qui est conventionné, vous pouvez continuer à faire vos courses ailleurs. Si je veux bénéficier de ma sécurité sociale alimentaire, il faut que j'aille obligatoirement chez un conventionné. Et le deuxième point, ça a été très justement souligné, je parle sous votre contrôle, parce que vous connaissez bien mieux l'expérimentation que moi. Effectivement, on le voit, je crois, sur l'expérimentation de Montpellier, c'est-à-dire que finalement, ce sont surtout les lieux de vente qui en profitent et moins les producteurs. Donc il y a toujours... C'est-à-dire 20%, je crois, j'ai un peu étudié, 80% c'est dans les magasins, notamment la cagette, je crois, et 20% seulement les producteurs. Et c'est ce que dit cet agriculteur, c'est-à-dire que la généralisation de ce système, probablement, pourrait provoquer exactement les mêmes conséquences, c'est-à-dire que finalement, ce sont les distributeurs
qui en bénéficieraient. On va laisser Pauline Scherer répondre. Après, c'est vraiment rapidement. tout l'enjeu, mais on n'aura pas vraiment le temps de rentrer dans la finesse du conventionnement. Mais en fait, les magasins qui sont conventionnés travaillent avec des producteurs. Donc en fait, il y a effectivement une assez faible part de Mona qui part vers la vente directe et une plus importante qui part vers des magasins comme notamment la Cagette, mais pas que. Il y a d'autres épiceries, notamment épiceries bio, mais qui sont des distributeurs qui travaillent avec des producteurs également à l'échelle locale. Donc on ne peut pas forcément faire complètement la distinction entre les deux. Donc ça veut dire qu'il y a quand même déjà quelques petites dérives possibles, ou en tout cas identifiées, Sylvain Carrière. Je ne crois pas que c'est une dérive. C'est pas forcément une dérive, c'est justement des interrogations qui se posent et qui d'ailleurs, on voit un petit peu les différences d'une expérimentation à l'autre. Et c'est pour ça que nous, au moment de la discussion à l'Assemblée nationale de la pérennisation des expérimentations, on avait dit attention qu'elles ne soient pas toutes uniformes pour justement avoir tous ces réglages-là. Et attention justement que dans les gouvernances, entre guillemets, pour faire rapidement, qu'elles restent à la main des citoyennes et des citoyens qui sont à l'œuvre de ces dispositifs et de ces expérimentations. C'est vraiment l'élément essentiel pour avoir des expérimentations diverses et efficaces et surtout au plus proche des besoins de la population. Donc on voit que le projet est encore en construction et qu'il y a encore matière à en discuter. Ce sera probablement un des sujets de la prochaine présidentielle. Et on rappelle que si on veut s'inscrire, caisse-alimentaire-commune.fr, il est encore temps puisque c'est ouvert et vous recherchez des candidats. Merci beaucoup Pauline Scherer, merci à vous Sylvain Carrière, merci Laurent Capelletti. On espère vous avoir intéressé à ce sujet de la sécurité sociale, de l'alimentation. L'émission est à retrouver bien sûr sur notre plateforme France.tv. Très bon dimanche à vous tous.